L'incident de God Valley était crucial. Il a été mentionné pour la première fois durant l'arc Wano au chapitre 957, qui se nomme Ultimate, et qui est paru en septembre 2019. Il aura fallu attendre 4 ans pour avoir plus d'infos à son sujet, et surtout, un visuel de l'événement qui a changé le monde à tout jamais. Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parlera de God Valley en long, en large et en travers. On verra tout ce qu'il y a à voir sur le sujet, les combattants, les enjeux, les niveaux de puissance, les combats, la finalité. Durant la Jump Festa 2023, Eiichiro déclarait ceci: ce personnage et celui-là vont-ils se battre? C'est le genre de questions auxquelles vous devez vous attendre. Si je devais nommer ce qui va se passer, ce serait un Battle Royale géant. Alors que l'arc Egghead oppose deux camps, le GM avec la marine contre les Mugiwara, God Valley s'avérait être le Battle Royale géant que l'auteur avait teasé. Équipage de Rox du Xebec, équipage de Goldie Roger, Chevalier Divin, marine avec Garp, de nombreux pirates de légende qui s'affrontent. C'est parti. Vous avez aimé quand Rayleigh était présenté comme étant le seigneur des ténèbres. Vous avez aimé les jambes Ifrit de Sanji. Vous avez aimé quand Zoro a déclaré fièrement qu'il deviendra le roi des enfers. Eh bien, je vous présente Black Clover Rise of the Wizard King, un monde où la puissance démoniaque et l'aventure ne font qu'un. J'aime beaucoup Black Clover et je suis heureux de vous présenter cet énorme banger. Rejoignez Asta dans sa quête. Découvrez un RPG tactique au tour par tour, inspiré de la série culte du Shonen Jump. Dans le jeu, il y a des batailles stratégiques et épiques. On explore des donjons dans le plus grand des calmes. On collecte les meilleurs personnages. Forgez votre équipe de chevaliers mages et faites face à des défis intenses. Chaque choix influence votre parcours vers la gloire. Les interactions entre les persos sont magnifiques. L'ambiance est très plaisante. Les activités annexes comme la cuisine et la pêche sont franchement sympathiques. La bande son est captivante et les effets sonores renforcent l'immersion. Vivez des moments uniques avec vos persos préférés. Faites des activités enrichissantes. L'un des meilleurs points forts est une chose qui me fait kiffer. Les voix originales de l'anime sont dans le jeu. Retrouvez des graphismes de qualité supérieure. Augmentez votre rang. Évoluez. Gagnez. Avancez. Soyez le meilleur. Le lancement officiel est prévu pour le 30 novembre, mais les préinscriptions sont déjà ouvertes. Cliquez simplement sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code à l'écran et préinscrivez-vous maintenant. Vous obtiendrez un personnage SR, Mimosa, une tenue limitée Mimosa qui est unique et 30 tirages gratuits. En réservant votre place dès maintenant, vous aurez la chance de gagner un iPhone 15. Alors ne manquez pas cette occasion et rejoignez la bataille pour sauver le royaume de Clover. God Valley, c'était il y a 38 ans, et dans cette île, où se déroulait une véritable chasse, le plan d'une fillette a rameuté les plus grands pirates du monde. L'équipage de Rox, avec Xebec, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Stussy, John, Gloriosa ou encore Wangzi. L'équipage de Goldie Roger, avec Roger, Rayleigh, Gaban, Sunbel ou encore Nosdon. La marine menée par Garp, son héros légendaire. Saturne, les chevaliers divins menés par Saint Garling Figarland, ou encore beaucoup de pirates de légende. Chaque camp était représenté sur place. Et du côté pirate, on a eu le plus grand clash de tous les temps. On a eu l'un des plus grands clashs d'idéaux au niveau mondial. Xebec qui voulait devenir le maître du monde, et Roger qui voulait atteindre l'ultime liberté. Ils ne pouvaient en rester qu'un, car leurs idéologies étaient aux antipodes, et que leur but était incompatible. Xebec ne peut devenir le roi du monde avec un roi des pirates. Roger ne peut devenir le roi des pirates avec un maître du monde. Mais outre ce clash légendaire, leurs deux équipages respectifs se sont affrontés. Ces deux équipages représentent deux choses différentes. C'est un autre clash d'idéaux. L'individuel contre le collectif. Les autres pirates de légende étaient poussés par une volonté d'acquérir le fameux trésor. Garp était poussé par une volonté d'affronter Roger. La marine par une volonté de sauver les Tenryubito. Tout comme les chevaliers divins. God Valley, c'est littéralement un événement qui a changé l'avenir du monde à tout jamais. Si Xebec remporte le combat, alors elle devient le maître incontesté du monde. Et le monde que l'on a connu n'aurait jamais existé. Il aurait sûrement cherché la jeunesse éternelle pour régner à tout jamais sur le monde. Avec un tel niveau de puissance et personne pour le contrer, il serait resté le roi du monde pendant très longtemps. Mais il n'en est rien car il a été défait sur God Valley. Et c'est justement ce dont on va parler. Un Battle Royale et des gros 1 contre 1, ce n'est pas incompatible. Sur Marineford, on a une mêlée, pourtant des 1 contre 1 ont été faits. Onigashima, c'est une grosse mêlée, avec des 1 contre 1 qui ont été faits. Au vu des éléments que l'on a actuellement, eh bien on peut clairement définir quels ont été les combats en 1 contre 1. On peut déjà définir 3 groupes d'affrontements. Chevaliers divins contre pirates de légende. Garp et la marine contre des pirates de légende. Et peut-être les Rox. On en parlera plus tard. Et enfin, l'équipage de Xebec contre l'équipage de Roger.
Avant de parler des combats, on doit parler de ce qui a amené cette bataille. On doit parler de la cause, le trésor de la ruche. Le trésor de la ruche était dérobé, et même Garp dit que c'était une très mauvaise idée, car les pirates voudront bien évidemment le récupérer, et qu'il ne faut surtout pas titiller la ruche, car titiller la ruche est un choix extrêmement mauvais, dans la mesure où les conséquences peuvent être terribles. Et en l'occurrence, les conséquences, c'est l'arrivée de l'équipage de Xebec. Mais ce n'est pas tout, car on a également l'arrivée de Goldie Roger, de son équipage, et l'arrivée de beaucoup de pirates de légende. On va donc s'intéresser à quel peut être ce trésor. Et cette question est en réalité compliquée, car on manque d'infos. Par contre, au niveau des éléments que l'on a actuellement, eh bien je pense avoir trouvé quel est ce trésor. On doit trouver un trésor qui est assez important pour que les pirates les plus puissants du monde débarquent sur une île. Du coup, on se demande ce que recherchent les pirates. Généralement, ils recherchent trois choses: fortune, gloire et pouvoir. La fortune, c'est tout ce qui est pécunier. C'est l'argent, l'or, la richesse. La gloire, c'est la renommée. C'est qui tu es pour le monde. Et enfin, le pouvoir, c'est la puissance. On peut avoir une puissance de groupe, une puissance via un empire, mais le plus important dans la piraterie, c'est la puissance individuelle. Le roi des pirates était connu pour avoir les trois: fortune, gloire et pouvoir. La plus grande des richesses via les trésors accumulés. La plus grande renommée, on parle du roi de tous les pirates, et le plus grand des pouvoirs, on parle du top 1 incontesté. Kaido précise que le roi des pirates a atteint le sommet. Pour tenter de comprendre qu'est-ce que le trésor, il faut se demander ce qui pourrait pousser Goldie Roger à intervenir. On se concentre sur Roger, car on le connaît. L'équipage de Xebec est là, car c'est le trésor de la ruche, qui appartient au capitaine. Rox Xebec. Goldie Roger va nous aider à tout comprendre. On pourrait parler d'un trésor qui octroie plus de puissance, un artefact, un outil, quelque chose qui booste. Et j'aurais tendance à dire que c'est le cas, car beaucoup de pirates de légende viennent le récupérer, et tous les pirates du monde ont besoin de puissance. Mais, est-ce que Roger aurait réellement envie, d'avoir quelque chose pour être plus fort? Déjà, il a son prime, mais en plus, Roger est comme Luffy. Quand Luffy apprend pour Pluton, il dit qu'il n'en veut pas. C'est pareil pour Roger qui ne veut pas utiliser Poséidon, Pluton et Uranus. Donc, rien que de par la présence de Roger, on se dit qu'on ne peut pas réellement avoir quelque chose qui octroie de la puissance. Par contre, je me suis demandé si on n'avait pas par hasard un artefact qui permet de prendre les fruits aux utilisateurs que tu aurais vaincus. L'artefact aurait pu être utilisé par Barbe Noire, qui l'aurait utilisé pour le Gura Gura no Mi, et pour les autres fruits qu'il a volés. Un fruit, ça rend plus puissant, mais pas que. On a également des fruits utiles pour beaucoup de raisons. Donc, les pirates du monde entier pourraient avoir envie d'avoir l'artefact. Mais ça voudrait dire que beaucoup de gens seraient au courant. Tout le monde saurait que Chi, tu l'utilises, alors qu'on n'a aucune mention. Par contre, on peut se dire que l'auteur garde ça pour plus tard. Autre question que ça soulève, Chi, tu l'aurais eu depuis longtemps. Mais alors, comment? Pareil, on pourra avoir la raison plus tard. De plus, il cherchait le Yami depuis longtemps. Donc, on peut se dire qu'il avait l'artefact depuis longtemps et qu'il voulait en faire usage contre l'utilisateur. Car les chances de tomber dessus, sans que personne ne les mangeait, étaient quand même très minces. Roger aurait peut-être voulu l'artefact légendaire, car on parle d'un pouvoir mystique et mystérieux. L'homme qui a compris l'histoire du monde aurait pu être intrigué par un tel artefact. Je pense donc que c'est effectivement une possibilité. Par ailleurs, on pourra apprendre que Newgate a eu son fruit grâce à lui. Si Xebec a mangé un fruit, c'est peut-être grâce à lui. Ce qui expliquerait l'intérêt des Rox et surtout l'intérêt de le récupérer. Ça, c'est la première grande possibilité. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Il nous reste la fortune et la gloire. Au niveau de la gloire, est-ce qu'un objet peut réellement permettre à un homme d'avoir une telle renommée? Peut-être bien, mais Roger n'aurait pas forcément envie d'avoir une renommée via un simple objet. Ce qui importe réellement, c'est ce que tu accomplis. Il nous reste donc la fortune, et on va en parler, mais pas que. Car on va lier la fortune à un autre mot, le mystère. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans la piraterie qui n'est pas très développé dans l'œuvre, et l'auteur pourrait faire en sorte de développer cette chose durant cette bataille. Une carte au trésor. Les cartes au trésor sont des documents qui indiquent l'emplacement d'un trésor caché ou enterré par des pirates. Elles sont généralement marquées par des indices ou des symboles spécifiques, comme une croix pour désigner l'emplacement. Elles comportent souvent des repères naturels ou des énigmes qui mènent à l'endroit où le trésor est enfoui. La carte au trésor est un symbole puissant et alléchant de mystère, d'aventure et de richesse. La carte au trésor est un élément fondamental dans les histoires de pirates. Et One Piece est bien évidemment un manga de pirates. Sengoku-san, Roxってそうか。若いお前たちがその名を知らぬのも無理はない。 On démarre avec ce que l'auteur montre au niveau de la double page quand les Rox débarquent sur God Valley. On a une représentation, plus ou moins claire, avec le capitaine qui part devant, et dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, les autres pirates en hiérarchie. On commence avec Barbe Blanche, puis Shiki, Big Mom, Kaido, et enfin les autres. Nous avons ce qui s'apparente clairement à un équipage entre guillemets classique, dans la mesure où on a un capitaine, 3 ou 4 commandants principaux et des vice-commandants. Prenons l'équipage du roi des bêtes. On a l'empereur, les 3 commandants et les Tobiropo. Chaque équipage d'empereur a des spécificités. Chez Kaido, avec les Tobiropo, on a un infiltré.
X-Drake. On n'a pas d'équivalent de 4ème commandant, mais Kaido a Yamato en éléments supplémentaires. Alors que chez Big Mom, on a 4 Sweet Commanders, même si Snack a perdu sa place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours un capitaine et au minimum 2 commandants principaux. Généralement, on en a 3. On démarre avec Goldie Roger, l'homme qui est plus tard devenu le roi des pirates. Une théorie dit que Xebec est en réalité quelqu'un de faible, que c'est un clown et pire encore, une fraude. On aurait donc l'équivalent de Baggy. Voyons en quoi cette théorie est factuellement fausse, pour continuer dans les meilleures conditions. La théorie dit qu'on aurait un parallèle avec Baggy, qui est le capitaine de Mihawk et Crocodile, alors que Baggy est faible. Mais, avant toute chose, il faut comprendre que pour voir si une théorie est possible, il faut s'intéresser à plusieurs choses. Les faits, la logique et la cohérence. Or, pour le cas de Xebec est faible, eh bien cette théorie est factuellement fausse, illogique et incohérente. La comparaison avec Baggy n'a pas lieu d'être. On ne compare pas Crocodile et Mihawk au commandant de Rocks. Ça n'a rien à voir. Mihawk et Crocodile acceptent de se cacher derrière un faux leader. Chez les Rocks, on parle de pirates bien différents. On parle de pirates qui ont plus tard monté des empires. Dans le chapitre 1041, on a un petit flashback des Rocks. Big Mom dit à Kaido: ne fais pas confiance à Rocks. Dirait-elle ça à Kaido si Xebec était l'équivalent de Baggy, s'il est faible et que le commandant le tape? Eh bien non, car ça va de soi. La discussion n'aurait aucun intérêt. En parlant de Kaido, c'est un homme qui respecte les puissants. Toute sa vie a tourné autour d'un mot: la puissance. Quand il se demande à quel point Luffy est devenu fort, il montre 5 hommes extrêmement puissants, dont le roi des pirates. Et dans le groupe, il y a Xebec. Le Road to Love Tale est une série de 4 livrets publiés en 2022, pendant la pause d'un mois entre le chapitre 1053 et 1054. On y retrouve des croquis bruts, des storyboards des Shiroda et plusieurs infos quant à l'œuvre. L'auteur a demandé aux fans de les lire, car ils font office de databook officiel, comparable au vivre card. Par exemple, la prime de King est canon grâce au vivre card. C'est canon et officiel. Le volume 1 retrace le parcours de Goldie Roger, et une page entière est dédiée à Xebec. On y retrouve une affirmation claire et nette: Rocks dit Xebec est l'adversaire le plus fort de Roger. Cette affirmation vient en complément des paroles de Sengoku dans le manga. Conclusion: Rocks dit Xebec représente en réalité le plus haut niveau de puissance connu actuellement. Pour déterminer son niveau de puissance, on va utiliser des infos que l'auteur nous a données. Pour ce faire, on aura besoin de Barbe Blanche. Barbe Blanche vieux, à niveau d'un empereur. Il est dans le groupe des 4. Il est plus faible qu'à son prime car non malade. En prime, il a donc un niveau supérieur au Yonko. Factuellement, post-Xebec, seul ce Barbe Blanche là, donc le Prime, pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Or, nous savons qu'à l'instar de Newgate vieux, eh bien Roger était malade. Ce Roger là, il était en phase terminale d'une maladie incurable. On a donc Roger malade qu'à le niveau de Newgate Prime. Roger Prime est donc au-dessus. Voilà donc grossièrement comment je pourrais simplifier le niveau de Goldie Roger à son Prime. Comme dit plus tôt, l'adversaire le plus fort de Goldie Roger était Xebec. Il est donc supérieur à Newgate Prime. Et comme les choses sont bien faites, qui est supérieur à Newgate Prime? Goldie Roger. Sur God Valley, il avait 39 ans. On est aux alentours des 40 ans, il a donc l'âge du Prime. L'auteur met en évidence l'altercation qu'il y a entre Roger et Xebec, avec « Attends Rocks, ne te mêle pas de ça Roger ». On a donc eu l'affrontement entre les deux pirates les plus puissants que l'on connaisse. Ce combat déterminera l'avenir du monde tout entier. Quoi de mieux que les deux pirates les plus puissants du monde pour s'affronter? Haki des rois poussé à son paroxysme. La volonté de Roger s'est confrontée à celle de Xebec. Plusieurs éléments nous font comprendre qui sont réellement ces deux hommes. Xebec a carrément été effacé de l'histoire. Il est à la tête de 4 futurs empereurs ou équivalents. Pour Roger, on a juste à voir la réaction du monde qui apprend qu'il avait un fils. Newgate voulait faire de Ace le roi des pirates. Toutes les légendes du monde nous disent qui est Roger. Cet homme qui a donné sa vie pour le monde l'avait déjà mis en jeu sur God Valley contre Rocks dit Xebec. Le second du roi des pirates qui est le seigneur des ténèbres. J'ai longtemps théorisé le niveau de Rayleigh vieux et de Rayleigh Prime, et le manga a confirmé tout ça au fil du temps. Et Rayleigh a certainement affronté Barbe Blanche sur God Valley. Comme vu plus tôt, Newgate Prime est supérieur au Yonko. Mais le Newgate de God Valley n'est pas à son prime, car on a eu l'affirmation qu'il avait atteint son prime des années plus tard. Il avait donc environ le niveau d'un empereur, et on a un combat parfait entre les deux seconds. De plus, Garp, le héros de la marine, avait parlé des deux. Il avait évoqué ces deux légendes en même temps. À la différence de Newgate, Rayleigh était à son prime, car il avait 40 ans. Par contre, on ne sait pas si Newgate avait mangé son fruit à l'époque, mais on sait qu'il a le Haki des rois, et que contre Roger, il a montré un Haki des rois offensif. De son côté, Rayleigh est un maître en Haki des rois. On a certainement eu un clash de Haki des rois. Le deuxième commandant de Roger est Scooper Gaban. Partant du schéma classique, Gaban a globalement le niveau de Rayleigh. Le deuxième est très proche du premier, et le deuxième de Xebec est Shiki le Lion d'Or. Quand les Rocks sont débarqués, Shiki dit à Newgate ne te prends pas pour le chef. Cette opposition entre les deux commandants, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Diabura Kaku, Sanji Zoro,
Queen King. D'ailleurs, Shiki fume comme Queen et Sanji. Justement, Shiki combat avec 2 épées et Gaban avec 2 haches. D'ailleurs, Shiki aussi aura plus tard une opposition particulière avec Roger, tout comme Barbe Blanche. Les 2 hommes qui ont affronté les commandants de Roger ont plus tard contrôlé les mers quand Roger est encore vivant. Mais malgré toute la volonté du monde, Roger leur était supérieur dans ses beaux jours. Sengoku dira à Shiki que s'il libérait Roger, il le battrait, ce à quoi Shiki n'a pas répondu. Par contre, il a estimé que Garp et Sengoku n'auraient jamais pu capturer Roger. Il avait raison, Roger s'est rendu, et surtout, Shiki était sur God Valley en même temps que Garp. Il a estimé qu'en 1 contre 1, Garp n'avait aucune chance. Garp n'a donc, de fait, pas pu vaincre quelqu'un qui était égal ou supérieur à Shiki. Il n'a ni affronté Newgate, ni Shiki, ni Xebec, ni Roger. Pour finir, on ne connaît pas l'âge de Shiki, donc il peut très bien voir l'âge du Prime ou pas. Pour l'instant, pas de confirmation. On en vient donc à parler de Monkey D. Garp, le héros de la marine. Les journaux évoquent le fait que Garp ait géré l'événement comme personne. Mais le problème, c'est que des enfants qui étaient là-bas n'y croient pas. Des pirates adultes utilisent le terme « apparemment », tandis que d'autres affirment le contraire. Ça n'a rien à voir avec lui. Vasco Shot dénigre carrément le statut de Garp devant lui. Pire encore, on nous dit que Garp n'aime pas en parler, comme s'il en avait honte. Est-ce la honte d'avoir collaboré avec des pirates? Je pense que ça va au-delà. Même Smoker, qui déteste les pirates, a collaboré avec eux. Pourtant, il va très bien. Garp est en réalité utilisé par le GM comme étant un symbole de puissance. Le héros légendaire. Celui qui met un terme aux carrières des plus grands pirates du monde. L'homme qui a détruit les Rocks. L'homme qui a arrêté le roi des pirates. Il est utilisé pour 2 choses. Faire peur aux pirates et faire comprendre au monde que le GM a un soldat surpuissant. Or, Garp n'a jamais capturé Roger, car il s'est rendu. Et encore une fois, Shiki n'y a jamais cru. Comment un marine a-t-il pu capturer le plus grand pirate de tous les temps? Shiki est un homme qui a côtoyé les plus grands, qui a affronté les plus grands. Si pour Shiki c'est impossible, ce n'est pas pour rien. L'info qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait également des pirates légendaires. Or, il faut bien que quelqu'un les affronte. Ils ne vont pas juste combattre entre eux. On n'a pas que l'équipage de Rox et l'équipage de Roger. Ça aurait pu être le cas, mais l'auteur a fait un choix clair et surtout judicieux. Un choix qui apporte plus de nuances à l'événement. Car à l'époque, disons que le doute était permis. Roger et Garp contre Xebec. Mais là, ce n'est plus le cas. L'auteur met en évidence un 1 contre 1. D'ailleurs, je parle de doute, mais à l'époque, déjà, on savait que c'était Garp et Roger contre les Rocks. Pas contre Rox, contre les Rocks. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est qu'on aurait pu avoir Roger, Garp, Chevalier Divin et entre autres Saturne contre les Rocks. Mais en termes de rapport de force, ça ne colle pas du tout. D'où le fait d'avoir en plus des pirates de légende. Je vous ai expliqué clairement, en basant sur des faits, quels étaient les niveaux de puissance des 2 équipages. Justement. Mais qu'en est-il du rôle de Garp? Eh bien, comme dit plus tôt, il est utilisé pour que la marine soit mise sur un piédestal, au niveau mondial. Car l'image, c'est important. Rappelez-vous de Sengoku sur Marineford. Il a utilisé les caméras, car l'opinion publique, c'est quelque chose qui importe. Eh bien, Morgan et Garp sont 2 outils utilisés pour que l'opinion publique soit favorable à la marine et au GM. Au-delà d'être un combattant, Garp est avant tout un outil. En se basant sur la réaction claire et les mots clairs de Shiki, Garp n'a pu affronter Shiki, Newgate, Roger ou encore Xebec. Au grand maximum, il n'a pu échanger que quelques coups, mais il n'a pas eu de combat complet. Il a dû affronter un ou plusieurs pirates légendaires. Officiellement, on sait que Don Shinjao est un pirate légendaire, et qu'il a affronté Garp plusieurs fois. C'est officiel. Garp était par ailleurs à son prime. Et sur God Valley, il avait 40 ans. Il l'a peut-être croisé là-bas. Et Shinjao a par ailleurs un lien particulier avec les trésors. Peut-être même qu'on a la première rencontre historique Garp-Shinjao. Shinjao voulait agrandir son trésor, et finalement, Garp sera celui qui, plus tard, l'empêchera d'y retoucher à jamais. Évoquons tout de même l'hypothèse où la réaction de Shiki n'aurait aucun sens, et où Shiki aurait dit n'importe quoi, même en sachant qu'il a été sur God Valley. Et bien quel pirate de Rocks aurait pu affronter Garp? Et bien le seul qui serait réellement intéressant, c'est Newgate. Le problème c'est que Rayleigh aurait affronté quelqu'un d'autre, et que quand Newgate débarque sur Marineford, rien que Garp a son niveau. Et ça revient dire que Newgate, sur la ruche, perd aussi rapidement, et que même après un arrêt du cœur, il est resté debout pour affronter la marine, et qu'in fine, c'est même pas la marine qui aura raison de lui, mais l'équipage entier de Barbe Noire. La seule explication crédible serait alors que Newgate soit plus faible que le niveau qu'on lui a attribué plus tôt. Un peu plus faible ou alors bien plus faible. Peut-être qu'il a beaucoup évolué en quelques années. Un peu comme Luffy. Ce qui pose un problème quant au réel niveau des Rocks. Et là, on a un exemple typique de l'importance des rapports de force. Et à quel point le sujet est complexe. Comme l'auteur l'a clairement dit, il veut que son manga soit le plus cohérent possible. La cohérence englobe scénario, chronologie et rapports de force. Maintenant, on a Lin-Lin, et son quête intéressant, car dans l'équipage de Roger, on ne sait pas quel 3e commandant. Mais moi je pense que c'est Sunbel, l'homme poisson.
parallèle avec Jinbei, des Mugiwara. Dans Sunbell, il y a Sun, donc soleil. Jinbei est à l'époque dans l'équipage des pirates du soleil. Par contre, j'aimerais également dire qu'il est probable, et même fort probable, que le véritable troisième commandant du roi des pirates soit en réalité Nosdon. Car durant la bataille qui opposait l'équipage de Roger à l'équipage de Newgate, eh bien on a eu des clashs. Et on sait que l'auteur utilise beaucoup la représentation via des clashs, échanges, etc. Sauf que là on n'est que dans l'animé, donc c'est à prendre avec des pincettes. Si on suit ce schéma de représentation, on a eu Vista contre Sunbell et Joss contre Nosdon. On pourrait donc avoir la véritable hiérarchie de commandement. En l'occurrence, on n'a pas de schéma de rapport de force en 1 contre 1. On est surtout dans la hiérarchie. Oden étant un cas particulier, il a affronté Gaban. Nosdon et Sunbell sont à leur prime, tandis que les autres ne le sont pas. Ceux de l'équipage de Barbe Blanche. Ce qui importe réellement, c'est qu'on a potentiellement une révélation quant à qui est le troisième commandant de Roger. D'ailleurs, quand Roger débarque sur God Valley, on n'a pas Sunbell, mais Nosdon. Ce qui pourrait impliquer le fait que Jinbei n'est pas réellement le troisième commandant de Luffy. Dans l'hypothèse où par exemple, Yamato venait les rejoindre. Physiquement, Yamato est supérieur à Jinbei. On aurait donc un calque de l'équipage de Roger. 3 commandants principaux et Jinbei en guise de 4e. Jinbei étant bien évidemment inférieur à Yamato, Sanji et Zoro. Big Mom avait 30 ans. Elle n'avait pas l'âge du Prime et donc pas de niveau empereur. Elle avait sûrement un niveau intermédiaire, au vu de l'équipage. Par contre, elle n'a sûrement pas combattu, car quand elle arrive, elle dit clairement « on fait la mission et on part ». Rapidement. De plus, on l'a vu dans le flashback de Kaido. Elle est en pleine forme, sans signe de combat. Donc, a priori, il n'a pas réellement combattu. Ou en tout cas, pas contre quelqu'un qui lui a donné le combat de sa vie. Ensuite, on a Kaido qui n'avait que 21 ans. Dans le chapitre 1049, on apprend qu'il a bien évolué depuis God Valley. Mais parallèlement, on sait qu'il était déjà très fort, très jeune. Toute l'ambiguïté qu'il y a au niveau de l'équipage de Rox, c'est qu'on n'a pas un équipage d'empereurs classique. On a un équipage avec des commandants qui sont plus tard devenus des empereurs, qui ont atteint le sommet, qui ont créé des empires. Mais au vu de leur âge, sur God Valley, ils n'étaient pas tous à leur prime. Pour certains membres, on peut appliquer le x2. Et grosso modo, globalement, pour l'équipage entier, on a l'équivalent de 2 équipages d'empereurs. Et bien évidemment, je ne sors pas ça de nulle part, parce que dans les faits, Newgate a le niveau d'empereur. Il vaut minimum 2 premiers commandants. Et dans les faits, Xebec, l'adversaire le plus fort de Goldie Roger, en vaut 2. Tout comme Roger. On peut donc appliquer un x2 sur certains membres, et dire que l'équipage de Roger et que l'équipage de Xebec valent chacun 2 équipages Yonko. Mais c'est juste à titre d'estimation. J'estime grossièrement au vu des éléments. En tout cas, pour le capitaine et les 2 commandants, ça s'applique factuellement. Pour les autres, c'est du cas par cas. Big Mom a 30 ans. Kaido 21 ans, donc forcément ça dépend. Mais, au niveau des vice-commandants, on imagine bien qu'un Wangzi ou que l'impératrice Gloriosa est bien supérieur à un vice normal. Pareil pour l'équipage du roi des pirates. Ça s'applique pour Roger, Rayleigh, Gaban, et pour les autres ça dépend. Même si on imagine bien que, en tant que vice-commandant principal de Roger, t'es censé être supérieur à un Tobiropo. Chacun aura son avis, même si j'estime que la logique devrait collectivement nous pousser à dire que c'est le cas. Intéressons-nous au vice de l'équipage de Xebec. L'équipage de Xebec est exceptionnel pour plusieurs raisons. Les 2 principales étant le capitaine et les commandants. Sauf qu'une autre raison fait que l'équipage est ce qu'il est. Les vice-commandants. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont quasiment tous des statuts particuliers. Et on va les faire un par un pour bien comprendre à quel point ils sont spéciaux. Spéciaux car, si on prend par exemple les vice-amiraux, Garp est spécial. Garp est le grand-père de Luffy, le père de Dragon. Il a refusé le poste d'amiral. Il a été sur God Valley. Il a battu Shinjao. Il a battu Shiki avec Sengoku. Il a eu un traitement à part, justement parce qu'il est spécial. Mais si on parle des autres, c'est pas fameux. Voyons donc les vices de l'équipage de Xebec. Miss C. Buckingham. Très proche de Newgate, elle dit qu'elle a eu une aventure avec lui. C'est la mère de Weeble, un Shichibukai qui n'a pas encore été développé. Elle dit que Weeble est le fils de Newgate. Elle a été clonée. Le clone a infiltré le GM et le clone a battu Rob Lucci en 1 seconde. Lucci attaque, elle esquive, elle le touche, il perd. Ceci est donc, de fait, quelqu'un d'important, qui a des pouvoirs spéciaux et qui a un très bon niveau. On connaît Gloriosa depuis l'île des femmes. C'est une ex-impératrice Kuja, sauf qu'on a appris qu'elle était chez les Rox. Et d'ailleurs, en parlant d'impératrice, beaucoup ont perdu la vie à cause de l'ouragan de l'amour. Mais pas elle, Gloriosa a survécu. Hancock a un très bon niveau, alors qu'il n'a pas atteint l'âge du Prime. Par extension, qu'est-ce qui empêche Gloriosa d'avoir eu un très bon niveau? On connaît John depuis l'arc au Thriller Bark. Et on a appris qu'il était chez les Rox. John est un vice-commandant principal, comme Gloriosa est ceci. John avait un trésor, Baggy l'a beaucoup recherché, on a encore un pirate avec un statut particulier. Ochoku était sur la ruche, et Barbe Noire a révélé l'avoir vaincu pour prendre le contrôle de l'île. Barbe Noire a dit que Kobe l'a aidé, on a encore un pirate qui a un statut particulier. Et enfin on a Hache d'Argent. Hache d'Argent, c'est également un cas intéressant, car une majorité est persuadée que c'est lui, qu'on a vu sur Thriller Bark. En effet, on aurait John, pourquoi pas Ochaku, et pourquoi pas Hache d'Argent. Un homme qui aurait une hache d'argent. Sauf que Hache d'Argent, c'est également une espèce de poisson. Et quand les Rox débarquent, à côté de Newgate, on a un homme poisson. L'homme poisson de l'équipage de Rox pourrait donc être en réalité Hache d'Argent. Et peut-être même que l'homme poisson est sous l'armure.
Quoi qu'il arrive, que ce soit lui ou pas, on peut noter que Moria a été très efficace. Ryuma avec son épée, Captain John et potentiellement d'autres Rox, comme Hache d'Argent. Et enfin, on a les Chevaliers Divins. Au niveau de la mise en page, on pourrait croire qu'ils sont face à Roger, mais pas forcément, car Garp est également dans la page, alors qu'il n'est pas là. Garling ordonne aux marines de rester en arrière, de protéger les nobles, pendant que lui et son groupe affrontent les pirates. Dans la vidéo précédente, j'ai clairement expliqué le fait que l'auteur commençait à déconstruire la marine. Après la marine, place au GM. La marine a été utilisée pour la première grande partie, jusqu'à Marineford. Entre-temps, c'est la déchéance. Humiliation, échec, défaite. De par les mots de Garling, l'auteur donne du crédit à ma théorie. La marine derrière, nous en avant. Tout comme Garp, les Chevaliers Divins ont dû combattre des pirates de légende. L'intérêt pour l'auteur, c'est de pouvoir introduire beaucoup de pirates. C'est un peu comme introduire les supernovas, ou alors la flotte de Barbe Blanche, avec en plus un aspect légendaire. On aura beaucoup de nouveaux personnages, et qui dit beaucoup de nouveaux personnages, dit niveaux de puissance différents et pouvoirs différents. Préparez-vous pour du pur divertissement. Je m'arrête là pour Garling Figarland et les Chevaliers Divins car dans quelques jours, sort une grosse vidéo où on en parlera en détail. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.